Ça va être donc les 10 ans, pour les 10 ans de la Manif pour tous, refaire un petit aperçu, plutôt un témoignage de ce qui s'est passé donc, il y a 10 ans, entre janvier 2013 et l'été 2013. Et donc, c'est pas encore de l'histoire, mais ça fait déjà 10 ans, encore vieillissant. Alors, juste les enfants, vraiment, je fais silence. Pour nous, Solène et moi, mais aussi pour beaucoup d'autres jeunes de notre génération, mon frère, des amis, la Manif pour tous a été vraiment fondateur sur beaucoup de plans et nous enfin, a été très déterminant sur la façon dont nous faisons de la politique, la façon dont nous militons et pour notre conversion tant à la foi catholique que au légitimisme aussi. Donc je vais juste reprendre de façon un peu chronologique les événements qui se sont passés. Donc en 2012, à partir de l'été 2012, le gouvernement annonce qu'ils vont faire donc, ce qu'ils ont appelé la loi pour le mariage pour tous, évidemment en détournant le mot de mariage pour désigner des unions contre nature. Et à partir de septembre, un collectif s'est formé d'associations se battant contre ça, où il y avait beaucoup d'associations chrétiennes, mais pas que. Et il y a eu une première manifestation assez importante le 17 novembre 2012, où il y a eu à peu près 100 000, 200 000 personnes et qui correspondait de ce qui se dit aux participants, un peu élargi, mais aux participants d'habitude en France à la Marche pour la vie. Et, alors nous-mêmes à l'époque, on n'avait pas du tout, enfin, on était étudiants, on avait 22 ans, donc on n'avait pas du tout suivi ça. Hein. Mais ça a monté à la fin de l'année et assez à contre-cœur, enfin pas à contre-cœur, mais disons un peu à reculons, nous avions participé à l'époque avec Solène, donc à la première grande manifestation de la Manif pour tous, qui a été le 13 janvier 2013, où il y a eu beaucoup de gens. Alors, bon, les chiffres, ça a toujours été la bagarre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais selon les organisateurs, un bon million de personnes. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde, et ça a été quelque chose de très... Enfin, on ne voulait pas y aller parce qu'on considérait que manifester, c'est quelque chose de gauche. Mais bon, on était quand même allé parce que, en gros, on pensait que c'était un sujet quand même suffisamment important pour qu'on se déplace. Et là, on a été étonné par le nombre de personnes qui participent. Et puis, de se rendre compte que nous n'étions pas seuls à penser la même chose sur ce genre de sujet. Parce que c'est vrai que dans le contexte de l'époque, on avait l'impression d'être très isolés. Nous, à l'époque, on était déjà à l'ESSEC, alors c'était encore pire parce que l'atmosphère dans ce genre de grande école était excessivement, bien-pensante. Donc, il y avait beaucoup de pression pour penser comme tout le monde. Mais même avant, tous les sujets qui n'étaient pas de bien-pensance, on avait toujours l'impression d'être un peu tout seul. Et là, pour la première fois de notre vie, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui pensent la même chose, qui viennent de toute la France, et surtout que c'était une manifestation vraiment de la France qui se tient bien, quoi. Donc tout le monde était bien habillé, il y avait des familles, il y avait des enfants, tout s'est fait dans le calme. Et à la fin de la journée, on rentre. Et là, tous, enfin en tout cas moi et puis d'autres, on était persuadés que ça allait faire comme pour l'école libre dans les années 80, que le gouvernement allait faire marche arrière devant la masse de la mobilisation, de la grandeur de la mobilisation, parce qu'il y avait 1 million de personnes, enfin, en tout cas que ça allait être pris en compte, enfin, qu'il y allait y avoir quelque chose, quoi, enfin, du débat, je ne sais quoi. Et là, pas du tout. Et ça aussi, ça a été une très grande révélation. C'était les médias nient complètement ce qui se passe. Quasiment rien n'est relié. On commence à avoir des articles qui parlent un peu de diabolisation, donc qui parlent de dérapage, tout ça, et qui sont complètement contradictoires avec ce que nous avions vu sur place. Et donc, là, autant on était un peu froid avant cette manifestation, après cette manifestation, autant on a été quand même commencé à être remonté, parce qu'en disant, mais on nous ignore, on se fiche de nous, on ment publiquement. Donc là, le temps passe
Et il y a eu pas des manifestations, mais des rassemblements début février pour rassembler des pétitions pour envoyer au Centre Conseil économique et social et environnemental. Et il y a eu 700 000 signatures qui ont été déposées en 3 semaines. C'est gigantesque, hein. 700 000. Et normalement, si une pétition rassemble plus de 500 000 signatures, le CSE est obligé d'être saisi et d'examiner la demande. Et là, le CSE n'a pas saisi la demande et a ignoré la pétition malgré 700 000 signatures. Et là, donc, on était encore bien plus remonté parce que, outre que le gouvernement nous ignorait, ensuite les institutions qui sont censées être indépendantes et pas forcément politiques ignorent aussi, donc on se rend compte qu'elles sont complètement à la botte du gouvernement. Que les médias ne relaient rien, et même les médias qui étaient censés être de notre côté, donc même le Figaro, tout ça, ne relayait pas, alors que c'était sous leur fenêtre, hein, parce que c'était à Paris que ça se passait, donc c'était pas compliqué d'envoyer un journaliste sur place pour savoir ce qui se passait. Et là, on commençait à être bien remonté, et il était prévu donc début février, les petits rassemblements pour récolter des signatures. Le dépôt de la pétition se fait fin février. Et puis on apprend très vite, début mars, que c'est rejeté. Et là, on se rend compte en plus qu'ils accélèrent le processus législatif. Donc, au lieu de prendre en compte, ils ne font pas que ignorer la mobilisation, mais devant la pression populaire, en fait, ils accélèrent la chose pour imposer la décision. Donc là, voilà, je suis quand même pas content. Et la grande manifestation qui a été certainement la plus énorme en termes de chiffres, et puis où il y a eu un basculement, c'était le 24 mars 2013. Et je crois que d'ailleurs la Manif pour tous a changé son nom pour le syndicat de la famille, à peu près à cette date, en mémoire de cette date. Et le 24 mars 2013, on verra ce que les historiens disent plus tard, mais je pense que c'était vraiment quelque chose d'historique qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu une tentative d'intimidation du pouvoir pour annuler la manifestation la semaine avant ça, en disant qu'elle allait être annulée, parce qu'ils avaient peur qu'il y aurait des débordements. Enfin, il y avait toutes des choses de rumeurs comme ça qui circulaient, qu'il y aurait des débordements, tout ça. Et puis finalement, ça n'a pas été annulé, mais le tracé a été changé. Donc on devait passer sur les Champs-Élysées, mais les Champs-Élysées ont été interdits en fin de compte. Donc c'était vraiment pour pas que se reproduise ce qui s'était passé dans les années 80, et vraiment pour pas que les Champs-Élysées soient investis, parce que une manifestation sur les Champs-Élysées de grande ampleur devient politiquement, ça devient quand même compliqué à dissimuler et compliqué de ne pas y répondre. Et puis je pense que certains peut-être se souvenaient de 1934 ou j'en sais rien. Enfin. Et donc on arrive ce jour-là. Et donc je vais vous faire part de quelques anecdotes qu'on a vécues, mais nous on était très remontés, et dès le départ on s'était mis pour objectif d'aller sur les Champs-Élysées, même si ça avait été interdit. Donc on était parti le matin et il y avait immensément de monde et un dispositif policier encore plus immense. Il y a des gardes mobiles partout qui barricadaient toutes les rues autour de l'Étoile. On était parti donc de la porte, celle qui est tout au fond, là, de l'autre côté de l'Étoile, et on s'était débrouillé pour remonter le défilé pour être le plus devant possible. On arrive évidemment bloqué à l'Étoile, mais au bout d'un moment, il y a tellement de masse qui se concentrent là qu'on arrive, je ne sais plus trop comment, à contourner les barrages et à se retrouver en haut des Champs-Élysées, alors que c'était condamné normalement, mais en fait, il y avait tellement de monde dessus que les barrages policiers étaient obligés de laisser passer des gens pour pas que, parce qu'il y avait trop de pression sur l'Étoile. Donc on passe de l'autre côté des Champs-Élysées à ce moment-là. Donc là, il est 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens, on était encore dans un esprit de très bon enfant à ce moment-là. On était derrière les CRS qui étaient censés bloquer l'entrée. Dit, nous, on est passé nananaire, un peu comme ça, là.
Et puis, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait d'autres personnes, des touristes qui étaient là, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui ne savaient même pas qu'il y avait une manif, mais qui voyaient qu'il y a un dispositif géant et puis qu'il y avait des gens partout. Bon, et le temps passe, il y a de plus en plus de gens qui passent. Enfin, au début, c'est quelques dizaines, après, c'est quelques centaines, après, c'est quelques milliers qui passent sur le haut des Champs-Élysées. Et à un moment donné, il y a tellement de pression sur l'étoile que, en fait, on commence à descendre les Champs-Élysées. Et là, les policiers reforment un cordon pour bloquer les Champs-Élysées à peu près à un tiers, pour pas qu'on puisse descendre. Donc nous, on était là tout devant, à peu près un tiers des Champs-Élysées, où il y avait encore que quelques centaines de manifestants. Et là, ils bloquent là. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est que le cordon qui était tout en haut des Champs-Élysées, ils vont le rompre parce qu'il y avait trop de monde sur les Champs-Élysées. Mais ce qui était drôle, c'est que là, pendant à peu près une heure, on était enfermés littéralement sur les Champs-Élysées. Et avec nous étaient enfermés des passants. C'était très drôle. Il y avait des touristes, il y avait des passants. Il y avait même, je me souviens, quand on était passé, donc nous on était manifestants, on narguait un peu les CRS en disant on en est passé. Et puis il y avait un autre, et là lui il n'avait rien à voir avec la manif pour tous, mais c'était un gaucho qui avait l'habitude des manifs, qui dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il prenait notre fanion et il disait il faut l'agiter comme ça. C'était très drôle. Bon, jusque-là c'était drôle. Et puis à 3 heures, je me souviens très bien que c'était à peu près 3 heures l'après-midi. On était devant le cordon policier à la moitié des Champs-Élysées. Et là, on disait des choses, on était, je sais pas, quelques centaines, et il y avait des poussettes, il y avait des politiques, c'est comment elle s'appelle, celle de démocratie chrétienne, enfin, il y avait Boutin qui était pas loin non plus. Après, ça est sorti sur les médias, elle était là aussi. Euh, donc des enfants, des vieux, des jeunes, enfin des gens qui se tiennent bien, quoi. Enfin tous des gens à bord de la France qui se tiennent bien, quoi. Et donc on attend au tiers des Champs-Élysées, on est bloqué de toute façon, hein, on peut ni revenir, on était sur les étoiles, et on peut ni avancer, donc on attend là. Et il y avait un cordon un peu de manifestants qui se formait, et là on disait des choses parce qu'on était convaincus à l'époque que évidemment les policiers, les CRS, les gendarmes étaient de notre bord, quoi. Enfin, ils faisaient ce qu'on leur disait, mais qu'au fond, ils étaient de notre bord et que, voilà, donc on disait CRS tendresse, tout ça. Voilà. Et là, il s'est passé quelque chose, et ça n'a pas été rapporté dans des. Peut-être un peu sur le salon belge, mais certainement pas dans les autres médias. Tout ce que je vous raconte là, de toute façon, ça a été très peu relayé. Mais il y a eu un changement radical d'un coup, vers 3 heures. Où là, tout d'un coup, alors qu'il ne se passait rien, les CRS commencent à prendre leur bâton, là, leur matraque, leur bouclier, et à taper sur leur bouclier. Euh, donc, ils font des actes d'intimidation, quoi. Comme si on était menaçant. En gros, on va vous charger. Alors là, nous, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et puis là, il y a quelqu'un en vélo qui passe derrière, parce que ça, c'est certainement ce qu'ils n'avaient pas calculé aussi au niveau du gouvernement, c'est que dans la manifestation participaient de nombreux anciens policiers, anciens officiers, anciens des renseignements, donc ils savaient quand même bien comment ça fonctionne. Et là, il y a quelqu'un qui passe et qui commence à dire avec un haut-parleur, attention, là, ça va dégénérer, mettez les enfants et les personnes âgées à l'abri, d'accord? Et là, effectivement, il commence à charger et à nous balancer des gaz lacrymogènes, alors qu'il ne s'était rien passé. Il y a eu un ordre qui est tombé de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, c'était Valls à l'époque, on se souvient bien de ce monsieur Valls, qui a donné l'ordre, vous allez faire semblant de créer un problème. Donc il ne se passait rien, et il nous charge. Donc nous, avec Solène, là, on se réfugie dans un... Parce que tous les magasins étaient ouverts, hein, des Champs-Élysées. On se réfugie dans un magasin des Champs-Élysées. On rentre comme ça, et puis on sort par une autre sortie qui fait qu'on arrive derrière le cordon de police qui a chargé, et on arrive à descendre beaucoup plus loin sur les Champs-Élysées. Et après ce jeu-là de cordon qui se détruisait et qui se reformait plus loin sur les Champs-Élysées, ça a duré toute l'après-midi. Et on a été quand même fiers, parce qu'à 7 heures du soir, on est à peu près arrivé, pas devant les Champs-Élysées, mais juste à côté des Champs-Élysées. Voilà. Et après coup, donc le lendemain, il s'est révélé qu'il y avait eu, selon les organisateurs, 1 400 000 personnes, et je pense que c'était assez réaliste. Mais selon les policiers, c'était quelque chose comme, ils avaient dit juste 300 000 ou un truc comme ça, c'était assez incroyable. Je vais vous montrer juste une photo.
Et ce 24 mars a vraiment marqué une coupure, enfin un basculement et un changement de, de ce qui se passait. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait encore qu'on allait être écouté par le gouvernement. On pensait, enfin, même s'ils commençaient à ignorer ça, on pensait que. Voilà. Mais là, à partir de ce jour-là, quand on se fait quand même gazer par des policiers alors qu'on n'a rien fait et que dans le tas, il y a des enfants et des vieux qui sont aussi gazés alors qu'ils n'ont rien fait, ça commence à faire un peu, enfin, un peu bizarre, quoi. Et donc là, toute une frange des manifestants, dont nous. Alors, ce que je veux préciser, c'est que pour le 24 mars, vraiment beaucoup de monde a participé. C'était tous nos amis, même ceux qui étaient tièdes, même ceux qui étaient un peu poule mouillés, ont participé à cette manifestation, en fait. Alors qu'après, ils vont petit à petit, ces gens-là, arrêter de manifester, ceux qui étaient un peu plus mous. Mais à 24 mars, tout le monde qui avait un minimum de sensibilité sur le sujet avait participé, quoi. Ça a été vraiment énorme. Bon, ça c'est juste quelques photos de l'époque, mais voilà, c'était derrière les Champs-Élysées, là. Il y a la Défense au bout, et on n'est même pas encore sur l'étoile, et c'était comme ça sur toute la longueur, plus sur l'étoile, et derrière, après sur les Champs-Élysées, quoi. Donc c'est énorme. Mais voilà, et donc à partir du 24 mars, il y a eu un basculement, en tout cas de la contestation. Il y a toute une frange, et en particulier des jeunes, et nous avons fait partie, où alors, même les dirigeants de la manifestation ont perdu le contrôle de ce qui se passait. Donc il y a tout un pan de choses qui se sont créées pour protester. Donc, parce qu'on a compris que ça ne servait à rien de faire une manifestation nombreuse qu'on ignorait. Donc, les gens étaient imaginatifs. Alors, il y a eu des veillées, c'est-à-dire quelques centaines de jeunes qui se rassemblaient après les manifestations et qui restaient là toute la nuit devant le Parlement, devant le Sénat, devant tel endroit. Il y a eu par exemple les Omens aussi. C'était pour comment pour non, c'est pas ça. C'est pas Mélenchon. Comme vous savez, il y avait les Femen qui étaient ces féministes intégristes, donc il y a des gens qui ont pastiché ça et qui ont fait des omens et qui sont allés par exemple à Roland Garros en plein match devant la télé pour dire Hollande démission. À partir de là, les choses qu'on disait, c'était beaucoup plus Hollande démission qu'autre chose. Il y a eu ensuite, et ça c'était aussi le collage des affiches avec Solène. On participé, parce qu'il y avait des comités partout dans la France, Manif pour tous, qui collaient des affiches, et les affiches étaient arrachées tout de suite. Et donc on avait en pleine nuit collé les affiches avec des bâtons télescopiques pour les mettre bien haut pour pas qu'ils puissent les décoller. Et on a quand même gagné. Et c'était quand même assez comique parce que, enfin, à l'époque, on n'avait pas peur. En fait, je me dis qu'après ce qui s'est passé les années suivantes, les attentats, tout ça, c'était plus possible, ce genre de choses. Mais à l'époque, il y avait encore cette ambiance un peu bon enfant, en fait. Et je me souviens que les affiches étaient entreposées dans l'église de Cergy, où on était. Et donc, dans le comité, il y avait deux gens de la paroisse de là-bas, un noir et puis un blanc, je sais plus. Voilà. Et puis, on avait posé les affiches avec eux. Et c'était drôle parce que eux, ils n'étaient pas du tout efficaces. Enfin, ils discutaient à 1h du matin sur le coin de l'autoroute à faire un débat euh, très intéressant, mais là, on était là pour coller les affiches, quoi, pour faire ça. Bon, bref, mais ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, là, on voit, c'est Cergy, quoi, c'est la zone un peu, là, on voit des racailles qui arrivent, on se dit, oups, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, ils nous mettent les mains dans les poches, la capuche, enfin, vraiment pas très rassurant, et puis ils arrivent, ils voient ce qu'on a colle, et puis ils voient que c'est pour la manif pour tout ça, ils font, ah ouais, c'est super, on vous soutient, continuez, tout ça. Voilà, donc ça aussi, enfin, il y avait des choses comme ça qui sont passées assez intéressantes, quoi. C'est-à-dire que les musulmans ne participent pas du tout parce qu'ils considèrent que ça ne les concerne pas, parce que c'est notre décadence. Enfin, c'était un peu l'impression que ça donnait, mais enfin, en même temps, ils nous soutenaient, quoi. C'était drôle. Enfin, ceux où on était, là, en tout cas, à Cergy. Bon, bref, et donc il y a eu les Femen, il y a eu les veillées, il y a eu ça, et puis surtout, ce qui a largement embêté le pouvoir et ce qui a été aussi une révolution, c'est-à-dire que ça a été le début de la massification des médias alternatifs, et en particulier du Salon belge, qui a été lancé massivement à cette époque, et c'est à cette époque-là où le Salon belge était lu par 1 million de personnes dans les moments les plus lus par jour, quoi. Et
Et avec Twitter, il s'est passé quelque chose de génial, c'est que, en gros, on avait en direct tous les jours, on avait des messages, par exemple, ce soir, on reçoit 13h de l'après-midi, ce soir à 7h, Manuel Valls va au théâtre de l'Élysée pour un spectacle, pour aller voir un spectacle. Et bien systématiquement, nous on recevait ça, et on y allait dès qu'on pouvait, parce que nous on n'avait pas d'argent, mais on avait du temps, parce qu'on était étudiants. Et on arrivait comme ça en civil, on cachait sous nos manteaux des drapeaux, des t-shirts et tout ça. Et dès qu'il y avait un ministre qui arrivait, et puis à l'époque il y avait une blinde de ministres, ils étaient au moins déjà 25 ou 30, donc ils avaient toujours un déplacement et ça fuitait systématiquement. Comme quoi, dans des endroits bien placés, quand même, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Et ben, on arrivait, on sortait nos choses, on agitait les choses, on disait les slogans devant les ministres, et ça les a largement irrités. Et en fait, après, c'était pendant avril, grosso, ça durait avril et mai, cette histoire, mais quasiment tous les jours. Et là, il y avait des gens sur le front tous les jours, partout. Partout. Nous, on l'a fait à Cergy, on est allé au Stade des Champs-Élysées, il y avait des choses qui se passaient partout, quoi, dans les musées, partout. Et les CRS avaient qu'une peur, c'est qu'il y ait quelqu'un qui sorte avec. Il suffisait d'être 2 ou 3 personnes pour en fait vraiment exprimer la chose et ça a été très visible. Et systématiquement, à chaque fois qu'on apparaissait, évidemment, les CRS étaient appelés, 2 wagons de CRS arrivent, donc après c'était FISA, et pour pas se faire rattraper. Et ça fait voilà. Et donc c'était une des fois où je me suis fait poursuivre par des CRS. Voilà. Et parce que aussi, ce qui s'est passé à partir du 24 mars et du début des veillées, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui restaient après les manifestations et qui restaient toute la nuit. Et c'était que des jeunes, c'était des gens essentiellement entre, je pense, 18 et 26 ans. C'était un peu des scouts en fait qui dirigeaient ça, je pense. Il y avait une sorte d'ambiance scout avec des chants un peu scouts et avec des lectures en fait. Pas forcément, ils n'avaient pas forcément des esprits très clairs toujours, mais bon. Et ce qui se passait, c'est que moi j'ai eu de la chance de ne pas y être, mais il y a un certain nombre de mes amis, de connaissances, qui ont été mis en garde à vue. Mais par hasard, c'est de la pure intimidation. C'est-à-dire que, comme c'était des veillées avec des gens assis qui chantaient et qui priaient, au bout d'un moment, il y avait des CRS qui arrivaient et qui encerclaient les gens assis. Donc on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait même plus se disperser. Et pas systématiquement, mais à un moment donné, ils avaient un ordre, vous embarquez, ce que vous pouvez embarquer. Donc ils prenaient les gens qu'ils arrachaient au cercle, parce que les gens se tenaient comme ça. Et au hasard, à l'aveuglette, ils remplissaient leur fourgon pour mettre en garde à vue donc des gens entre 18 et 26 ans et que des gens de bonne famille, quoi, si vous voulez, pour intimider, parce que se faire mettre en garde à vue, c'est quand même un peu impressionnant. Et il les relâchait au bout de 12 heures, au bout de 24 heures, parce que de toute façon, on a le droit de faire ça. Moi, on a juste eu de la chance de ne pas être à l'extérieur du cercle quand on était encerclé. Et bon, voilà. Et donc, je continue. Donc, là, c'était le début aussi. Attention, on ne s'est pas rendu compte à l'époque, mais où, à partir de ce moment-là, en fait, les gouvernants, outre de nier systématiquement la réalité de ce qui se passait, donc de nier notre existence et de vouloir supprimer notre existence, ça c'était dès le début, mais le fait de réagir aussi violemment par rapport à faire de l'intimidation à ces jeunes et tout ça, en fait ils ont vraiment raté leur coup, parce qu'au lieu de nous faire peur, ça nous a encore plus radicalisés en fait, parce que là on s'est dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas possible. Et là on s'est vraiment rendu compte que les policiers n'étaient pas nos amis, qu'ils étaient lâches, parce qu'il y a eu des choses vraiment lâches qui se sont faites là-dedans quand même. Attraper des gamins qui chantent assis en priant, voilà. Et puis après aussi, il y a eu, ça c'était énorme aussi, il y a eu d'autres manifestations en avril, une grosse... et après ça, là, ils ont passé à la vitesse supérieure de la provocation, c'est-à-dire que c'était non seulement ça, mais en fait, ils avaient introduit des agents, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin des policiers en civil, pour créer des provocations, pour créer des débordements. Alors c'était très drôle ça, parce que en fait, on était prévenus à l'avance, enfin on savait qu'il y avait ce genre de choses qui allaient se passer, et surtout c'est que ceux qui faisaient ça,
c'était des agents de police qui étaient habitués aux manifestations d'extrême gauche. Donc en fait, on les repérait à 25 km parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le ton de la manif. Ils étaient, on aurait dit des racailles, enfin ça ne faisait pas du tout. Et moi-même, hein, je l'ai vu en direct, hein. Il y a plein de photos, mais c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de faire un débordement, puis après prend un brassard police et passe du côté des policiers. Voilà, des choses comme ça. Et ça se passait. C'était la manifestation en avril là, sur le Champ de Mars qui était assez impressionnante. C'était complètement. À la fin, les gens en fait ne se sont pas dispersés. Il y a plein de gens qui sont restés. Il y a des endroits où il y avait un peu des fumigènes, ça se barrait. Il y avait d'autres endroits où il y avait des, je pense, que c'était des gens un peu de Civitas, tout ça, qui priaient à genoux. Enfin, c'était vraiment une ambiance assez extraordinaire. Il y a un parlement qui s'était fait presque arrêter par enfin, ça avait fait scandale. Il y avait même des parlementaires qui avaient été embêtés par les policiers contre leur immunité parlementaire. Enfin, il s'était passé des choses comme ça, pas possible. Et donc voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les dirigeants, et en particulier Hollande, mais tous les autres, à partir de ce moment-là, ne se déplaçaient jamais avec moins de 2 fourgons de police qui les suivaient, enfin de CRS. Et c'était assez impressionnant. Et tout ce qu'on voit maintenant avec Macron et tout ça, et avec des déplacements où systématiquement il y a des dispositifs de police, mais de phénoménaux, ça date de cette époque. Et c'était vraiment à chaque fois 2 fourgons de CRS pour n'importe quel petit déplacement. Voilà. Et je dois avouer que je pensais franchement à l'époque que enfin que mon amant, les CRS ou les policiers allaient craquer parce que on leur demandait beaucoup. En plus, c'était déjà la sécurité à l'époque, donc en plus de leur boulot habituel. Et en plus, on leur demandait des choses quand même très injustes et très amorales. Je me suis dit à un moment donné, ils vont craquer. Je sais pas, Mais en fait, non. Et c'est aussi un enseignement, c'est que voilà, il ne faut pas compter sur la police, la gendarmerie ou après individuellement ça peut être différent, mais en tant que corps, c'est pas la peine, hein. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a accéléré le passage de la loi pour essayer d'essouffler la mobilisation, parce que je pense qu'ils ont eu quand même, au fond, assez peur. Nous, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait, et on ne se rendait pas compte de... On était pris par enthousiasme, enfin, personne n'a jamais pensé à faire une seconde, un coup de force, un coup d'État, quoi. On était absolument pas préparé, rien, aucune formation politique, tout ça. On était comme des fleurs là. Et je pense que du côté du gouvernement, ils ont eu très peur en fait. Parce que si on avait été un minimum organisé, ça aurait pu effectivement être différent. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que même les dirigeants d'Arrive pour tous, après il y avait eu le printemps français, il y a eu tout un tas de choses qui se sont divisées, c'est-à-dire qu'ils étaient très mous, très bisounours. Et ça n'a pas été très apprécié non plus, je pense, par la frange militante qui était très engagée. Bon, bref, donc le gouvernement fait passer la loi Taubira, comme on disait, euh, je crois que c'était, je sais plus, fin avril. Et le jour de la loi, où s'est passée la loi, il y avait plein de manifestations surprises aussi qui étaient annoncées juste le jour même, où il y avait quand même milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui participaient. Et le jour du vote de la loi qui avait été accéléré et mis en pleine semaine, jeudi après-midi, enfin voilà, on avait aussi participé. Il y avait peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, je pense. Et c'était très impressionnant parce que donc il y a tout le monde qui disait slogan. Et à un moment donné, la minute de silence. Plus personne ne parle. Là, c'était où? Je ne sais plus exactement où c'était, mais il y avait beaucoup de place. Et tout le monde fait silence. Donc dans une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est toujours impressionnant. Et après, les gens commencent à avoir le slogan Hollande démission. Et là, je vais raconter juste une petite anecdote parce que avec ça nous a marqué aussi. C'est que le voisin qu'on avait à côté, il disait vous êtes bien gentil avec votre Hollande démission, mais qui à la place? Et là, je lui dis le roi, évidemment. Et là, il me répond il est comme ça mais oui. En fait, c'était un royaliste que j'avais à côté. Et il était un peu désespéré parce que ça devait être quelqu'un qui avait 70 ans
et qui, enfin, en gros, il était un peu tout seul, et je pense qu'il était très content que des jeunes comme nous de 22 ans disent ça. Enfin, il ne s'attendait pas du tout d'avoir cette réponse-là. Voilà, bref, il y a eu des choses qui se sont passées dans cette manif assez intéressante. Mais voilà, et puis je vais finir, et puis on peut en parler, parce que je crois qu'il y en a qui ont participé, qui sont aujourd'hui là. Mais bon, ben, pour finir, après, il y a eu une autre grosse manifestation en mai, mais après le vote, donc il n'y avait plus de signification politique. Donc, d'un point de vue politique, ça a été une défaite complète. Mais ça a été, je pense, ils ont vraiment fait une erreur de calcul énorme du côté du pouvoir, c'est qu'en croyant nier l'existence de ça et en faisant toutes ces manipulations vraiment honteuses et des mensonges énormes, enfin là, c'est-à-dire que nous, enfin, moi, pour moi, avant ça, j'avais du mal quand même à croire que les médias mentaient comme ça, quoi, parce que quand on se dit, c'est pas possible. Alors, en fait, quand on a vécu la chose la journée et qu'il se dit l'inverse ou rien du tout le soir à la télé, et là, c'était pas 10 personnes, c'était des centaines de milliers de personnes qui en étaient témoins. Là, c'est sûr que ça casse la confiance par rapport au pouvoir. Et donc, je pense vraiment qu'il y a certains qui ont dit ça, mais je pense que vraiment, ça a été marqueur pour notre génération, ceux qui y ont participé d'une façon ou d'une autre, et que ça a été un anti-mai 68. Donc, dans le sens où on se bouge, non pas comme les Gilets jaunes pour juste des histoires économiques ou parce on a la chose à la gorge, mais pour défendre la famille. Où il y avait cette côté vraiment bon enfant, on se sentait jamais en danger. Je me suis jamais senti en danger dans ces manifestations, même quand ça a bardé un peu. Je veux dire, enfin, en fait, c'était s'il y avait du danger, ça venait vraiment des CRS et des policiers, quoi. Alors, à l'époque, heureusement, il y a eu, à la différence des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de grande violence. Il n'y a pas eu des gens qui ont été vraiment blessés, tout ça. Il n'y en a eu qu'un qui avait été un peu tapé par les policiers pour refus d'obtempérer et qui avait été mis, je crois, une journée ou deux en prison. Mais c'est tout, pas plus que ça. Donc, vu tout ce qui se passait, c'était vraiment pas évident. Hein. Et c'est là aussi, et donc à la fin, en fait, ça continuait après en mai, en juin et en juillet. Il y a eu encore des actions qui continuaient. On mettait les banderoles sur les autoroutes. Ça n'arrêtait pas. Et le mot de code, enfin pas le mot de code, mais le mot de choses qu'on a, j'imagine que pour l'instant, je n'avais pas encore rencontré, mais c'était ONLRJJJJ. On écrit ça partout, c'est on ne lâche rien, jamais, 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 jamais. Et donc, c'est pas parce qu'ils nous ont arnaqué là qu'on va oublier, et ça nous fait aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et je vais finir par ça, pour nous, personnellement, ça a été vraiment un rallye politique sur plein d'aspects, aussi sur que les moyens politiques habituels ne fonctionnent pas du tout, sur ce que c'est que la réalité, en fait, quand même de la violence d'État, hein, parce que même si c'était que des prémices et que c'est par rapport à notre époque, c'était encore pas grand-chose, ben, on l'a vu. Et je dois avouer que c'est à ce moment-là où on est parti au Japon, en fait. C'était août de cette année-là. Et c'était tant mieux parce que moi, à l'époque, je me suis dit, je trouvais ça tellement scandaleux que je m'étais dit, enfin, je pense pas que je l'aurais fait, j'en sais rien. Mais quand je suis parti, j'étais tellement remonté, je me disais, mais moi, je vais aller casser des distributeurs de préservatifs devant les pharmacies parce que c'est scandaleux. Je sais bien que je suis parti au Japon parce que ça m'a tranquillisé. Mais voilà, c'était très fondateur. Et après aussi, je ne vais pas vous parler de la suite parce qu'en fait, je pense comme la plupart des gens qui ont participé à Manif pour tous à l'époque, personne n'a suivi ce qui s'est passé après au niveau de la structure Manif pour tous. Parce que très vite, on a été tous convaincus que ça a été récupéré. Et puis ensuite, noyauté en particulier avec le sens commun dans l'UMP. Et puis enfin voilà, que ça servait à rien en fait. Ils ont le mérite d'exister, c'est pas la question, mais en fait, que malheureusement, ça sert à rien en fait. Et Solène me dit qu'il faut que j'oublie pas quelque chose. Ah, est-ce que la remarque aussi, c'était des... Ah oui, alors... Non, pour nous qui n'étions pas encore convertis, c'était des catholiques qui organisaient voilà, tout ça. C'est ça. Mais pour nous, ça a été aussi la première fois, on a remarqué la force catholique en France, quoi. C'est-à-dire où, effectivement, que les structures de cette manifestation, c'était clairement, même si je crois que le clergé n'était pas spécialement
motivé, mais il a dû suivre un peu après. Mais enfin, c'était clairement la colonne vertébrale était catholique, quoi. C'était les paroisses, les bus qui venaient de toute la France, c'était aussi souvent en paroisse. Ben, nous, quand on faisait les actions, c'était l'église de la paroisse où on était qui faisait le recel de tout le matériel de manifestation. Des gens qui priaient. On avait vu, oui, Civitas aussi, par exemple, c'est la première contact où on avait vu Civitas, des gens qui prient dans la rue comme ça, à genoux. Bah, et juste à côté, il y avait ceux qui, eux, n'avaient pas très bien compris encore le combat politique, qui essayaient de se friter avec des policiers, avec les fumigènes, tout ça. Enfin, il y avait une palette très, très large. Et puis de se rendre compte qu'on n'était pas tout seul et que, franchement, avec le nombre de manifestants, que c'était calme en fait. Et que même malgré la volonté claire du pouvoir et les moyens qu'ils ont mis pour faire dégénérer ça, ça n'a pas dégénéré. Il n'y a pas eu de blessés, à part un, voilà, celui que je disais à un moment donné, mais c'était en marge d'ailleurs de la manifestation. Et voilà, pas de débordement. Et en même temps, ça a été un choc pour plein de gens parce que tout le monde a entendu des histoires. Tout le monde, enfin, dans les milieux où on était, tout ça, même les gens un peu plus mous qui n'avaient pas trop envie de voir, bah, ils ont participé au 24 mars et puis après ils ont entendu nos histoires et puis ils ont entendu l'histoire des gens. On était en famille, on a pris du gaz lacrymogène, notre fille a pleuré, elle avait 6 ans, super. Christine Boutin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, enfin, qui se fait aussi gazer. Le parlementaire qui a normalement son immunité, qui se fait un peu agité par les forces de l'ordre. Enfin, qu'il y avait un déni total de tout par rapport au pouvoir, qu'en fait, c'était de la pure comédie. Et c'est dans ce qui se passe maintenant de façon complètement assumée, le mensonge tous les jours, qu'on ne tient pas. On fait c'est que de la parlotte et ils en ont rien à faire des lois, ils ont pas de parole et ils ont aucun principe Voilà, c'est pas du tout comme à l'époque du Mitterrand, où ils voient une manifestation comme ça, ils reculent. Enfin, dès l'époque, là, dès Hollande, tout ça, c'était déjà en place, en fait, hein. Et on s'en est rendu compte, nous, pendant la Vivre pour tous, et je pense que les 10 années qui ont suivi jusqu'à maintenant l'ont malheureusement confirmé, ça s'est empiré, ça s'est élargi. Et ça s'est aggravé avec le fait qu'en plus, c'est plus du tout bon enfant parce que maintenant, il y a la peur qui s'est installée entre les attentats, entre l'intimidation beaucoup plus violente du pouvoir, sans compter les intimidations qu'il y a eu pendant le corona, etc. Voilà, je vais finir là. Si vous avez des commentaires, des questions, des anecdotes, c'est du témoignage, hein, c'est plus des témoignages là, c'est pas de liste. Comment on dirait, c'est l'histoire immédiate. Mais ça fait déjà 10 ans, donc de l'eau a coulé sur les ponts. Voilà. Michel, vous aviez participé un peu, non? Ou pas? D'abord, merci, c'est vraiment très intéressant comme témoignage. Je ne savais pas que vous aviez fait tout ça, bravo. Moi j'étais à Tokyo. Alors à Tokyo, il y a eu, après la messe, on allait manifester devant l'ambassade. On n'était pas très nombreux, hein, on était une dizaine, voilà. Mais ça avait provoqué, je me souviens, notre aumônier de l'époque, c'était Loïs de Chamas, et donc il avait, à la fin d'une messe, il avait encouragé les gens à aller devant l'ambassade, et ça avait provoqué une division de la communauté. Il y en a qui étaient contre, d'autres qui étaient pour, mais on y allait, je me souviens plus, au moins 3 fois, je pense. Voilà, ça s'est bien passé, hein. Il y avait pas de policiers japonais, il y avait rien. On a pris des photos, on a envoyé au Salon Beige, ou je sais plus à qui on a envoyé les photos. Alors salut Michel, c'est Emmanuel. En fait, on était plus que 10, hein. J'ai encore les photos. C'est moi qui les avais envoyées au Salon Beige. On était plus que 10. Là, effectivement, il y en a eu 3, je crois. Et la fois où on était le moins nombreux, c'était 14. Et la fois où on était le plus nombreux, on devait être 20, 30. Maintenant, oui, dire que Loïs Saint-Chamas, bon, effectivement, était l'aumônier de l'époque, dire que ça a fait une division, non, je pense que les grincheux avaient grinché.
C'est tout. Et les faux cathos se sont révélés, parce que pour moi, ces gens-là ne sont pas des vrais cathos. Ce sont des cathos sociaux qui veulent se paraître cathos, mais tu ne peux pas accepter le mariage pour tous, tu ne peux pas accepter l'avortement dès lors que tu te dis catho. C'est pas possible. Or, c'était exactement dans cet état d'esprit-là qu'on était. Donc, pour moi, j'ai compris qui étaient les faux cathos. Et je mets, par exemple, je peux te donner des noms, hein. Je peux te donner des noms. Hein. Il y a des gens que je voyais encore aller au Sacré-Cœur. Eh bien, moi, je les considère plus comme des catholiques. C'est tout. Personnellement, j'estime qu'ils se sont mis eux-mêmes hors même ce qui est vaticanal, hein, si je m'adresse devant le Père Étienne pour faire la différence. Je me souviens qui était contre. Je me souviens qui était contre et donc parmi les personnes qui étaient contre, je sais qu'ils sont pour Macron maintenant. Exactement. Ben, c'est très simple. C'est très très simple. Il y a une logique, exactement. Parce que c'est les mecs qui ont organisé les cocktails pour Macron, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Absolument. Pour appuyer votre propos, c'est qu'on avait, nous à l'époque, on n'allait pas encore, enfin, on commençait à aller un peu à l'église, mais on n'était pas bien à la paroisse. Mais effectivement, pour nous, ça a été très plus important de ce point de vue-là, dans ce côté, ceux qui voulaient se battre, quoi. Et ça, on a été très choqués par le fait qu'on était forcément allé voir la communauté catholique de l'ESSEC, parce qu'on s'était dit, c'est forcément les alliés naturels. Et là, ils disaient, oh non, on est déjà tellement une existence qui sera céleste ici, on ne va rien faire. Et c'était complètement écrasé. Et, voilà. Bref. Enfin, c'était. Je crois qu'il y a quelque chose dans la manif pour tous qui m'a toujours toujours interpellé, c'est que c'est inconfessionnel et qu'ils ne sont jamais revendiqués catholiques officiellement, alors qu'ils sont catholiques eux-mêmes. C'est assez curieux. Il y a un truc que je n'ai pas compris, qui fait que je me suis un peu méfié de cette manif pour tous, très paradoxalement, vous voyez. J'étais plus du côté de Civitas, mais la manif pour tous, ce qui m'a inquiété, c'est qu'ils mettaient leur foi catholique un peu dans leur poche. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je n'étais pas, j'étais à la base, mais en tout cas, je pense que c'était une sorte de melting pot d'association. Donc, en fait, en pratique, ils avaient, c'était pas officiellement catholique parce qu'il y avait plein d'associations différentes qui participaient. Je sais pas s'il y avait, je pense pas qu'il y avait que des associations catholiques. Et puis surtout, c'est typiquement ça. Guillaume de Tiola qui est venu le mois dernier, d'ailleurs, était dans ce comité au début. Et en fait, il y avait des vraies divisions parmi les dirigeants entre ceux qui étaient bisounours, et c'est eux qui ont eu la ligne principale à la fin, avec quand même du rose et du bleu avec des ballons. Enfin, la première fois, ça va, mais dès la deuxième fois, nous, ça commençait vraiment à nous énerver, quoi. C'était sérieux, quoi, comme sujet. Ah oui, merci, monsieur l'abbé, d'avoir pris le temps. Et c'est eux qui ont gagné la ligne. C'est pour ça qu'après, il y a eu, par exemple, le Printemps français qui est parti. Mais ce qui est certain, c'est que ça a eu un grand mérite parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont participé et ça a été vraiment un moyen d'apostolat. Nous, je ne pense pas qu'on se serait converti aussi fort et aussi vite s'il n'y avait pas eu la Manif pour tous. Et on a rencontré, par exemple, même des musulmans qui ont participé. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait des musulmans qui étaient venus participer. Donc, il y avait vraiment mais des musulmans aussi. Des musulmans, oui, bien sûr. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. On aurait pu penser qu'il n'y en aurait eu aucun, parce que même s'ils sont forcément contre ça, ils n'en ont rien à faire. La plupart, comme je disais, là, ceux qu'on a rencontrés pendant la nuit, ils n'étaient pas à la manif. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient quand même venus aux manifestations. Et donc, il y a vraiment des gens très différents qui se sont côtoyés, et qui ne seraient pas côtoyés autrement. Nous, à Cergy, on a rencontré des gens de Cergy. On a rencontré ces musulmans, rencontré ces royalistes, enfin des gens très différents, mais tous des Français très conservateurs. Et ça a été un contact, en tout cas clair, sur des gens qui avaient vraiment la foi chevillée au corps et qui étaient battants, quoi. Et ça a été un grand mérite. Et je pense d'ailleurs que les organisateurs ont complètement... Enfin, il y a des dissensions là-dedans. Mais ceux qui avaient la ligne molle ont complètement... n'ont plus réussi à contrôler, en fait. Et ça a pris beaucoup plus
ça a pris une ampleur immense. Et en tout cas, je pense vraiment qu'on est quand même un contingent important de notre génération à être marqué à vie par ce qui s'est passé et à avoir marqué la façon dont on appréhende le combat politique. Donc c'est pour ça que, je veux dire, dans ce scepticisme complet du jeu des partis, du jeu habituel de la démocratie depuis qu'elle existe dans l'après-guerre, que tout ça, ça sert absolument à rien. Que le combat doit se faire sur le fond, sur la restauration dans nos familles, dans nos paroisses, etc. Et qu'il ne faut pas avoir peur, voilà, qu'il faut être fort, clair, et ouais. Mais clairement, le pouvoir a eu peur, je pense, à l'époque. Oui. Bon, je voulais dire un truc quand même là, dans tout ça. C'est que tu disais, oui, c'était pas très catho, mais il faut voir qui était dans la manif pour tous. C'était massivement des cathos, mais pas que. Tu avais aussi le phénomène Frigide Barjot et compagnie, là. Tu avais des gens qui n'étaient pas très sincères aussi là-dedans. Donc, je veux dire, s'il avait fallu colorer ça en catho, au moment où tu te rends compte que des gens comme Frigide Barjot sont finalement à la limite d'être des traîtres, tu fais quoi? Tu dis, ah bah oui, c'est aussi des cathos? Voilà, c'est ça. Et typiquement, nous, quand on a commencé à participer, même si on commençait à revenir vers la foi, tout ça, on ne se considérait pas comme catho encore. C'est après être venu au Japon qu'on a recommencé à aller régulièrement à la messe, et tous les dimanches. Avant le Japon, on n'allait pas encore, et ça a été déclencheur, ça, clairement, le fait de participer à la Manif pour tous, parce qu'on a pu rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer aussi facilement sinon, quoi. Oui, c'est ça. Oui, et après, ils ont eu le talent, je ne sais pas comment ça s'est passé, je crois que la Guillaume de Toul, lui, en saurait beaucoup plus, mais en gros, la première manifestation de novembre 2012, j'avais eu quand même beaucoup de participation, beaucoup plus que la marche pour la vie habituelle. Le sujet était tellement choquant que même des gens qui ne se bougent pas d'habitude, par exemple pour la marche pour la vie, se sont décidés de se bouger, et ça a permis de mobiliser effectivement toute l'Église catholique en France, même les franges, disons, molles, et de mobiliser même au-delà, c'est-à-dire que là, c'est d'en faire un enjeu civilisationnel, parce qu'en fait, tout le monde était quand même, n'importe quel Français normal était quand même contre ça, et la façon dont c'était fait en plus, parce que ça, ils ont fait, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour faire le déni de démocratie. Donc, j'allais dire qu'au bout d'un moment, même si le sujet, au-delà même du sujet, la façon dont c'était fait était tellement scandaleuse de A à Z que. Voilà. Et quand même, le 24 mars, c'était pas du déni de démocratie, c'était la révélation qu'il n'y en a pas, tout simplement. Ben voilà, c'est ça. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, à l'époque, quand on était encore un peu naïf, on y croyait. Donc, ça nous a on n'était plus naïf, quoi, après. Et le 24 mars, c'était vraiment impressionnant. 1 400 000, en fait, il n'y avait vraiment pas d'organisation, en fait. C'est ça que ça montre, parce qu'avec ce chiffre-là, des gens qui sont bien éduqués et qui sont un peu disciplinés, il y aurait eu ne serait-ce que 30 000 personnes là-dedans qui sont organisées. Et là, effectivement, il aurait pu se passer quelque chose au niveau institutionnel, hein, je pense. Mais il n'y avait même pas le début d'une idée de ce genre-là. Personne ne pensait à ça, personne. Je pense que personne n'y pensait, mais vraiment. Ce qui montrait les faiblesses et ça c'est le côté des conservateurs depuis 40 ans qui sont coupables. Cette sorte de naïveté je ne sais pas d'où ça vient, ça devient un peu De Gaulle, en fait, cette confiance à la Ve République, comme si c'était pas une république, comme si on pouvait faire jouer le jeu, tout ça. Là, ça s'est révélé fortement que ça ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que d'un point de vue politique, stratégique, Hollande a fait une très grosse erreur d'ignorer la chose. Parce que en janvier, s'il avait dit on fait un peu de débat, mais en fait, juste je fais semblant et puis fini, sans presser le passage de la loi en attendant 3 mois de plus, tout cela ne se serait pas passé. C'est ça qui est fou, c'est que le diable se mord la queue lui-même. Enfin, quand il commence à être méchant, en fait, finalement, il porte pierre. Et ça, la providence fait bien les choses, mais c'était, ouais. C'était voilà. Après, je pense que c'était, disons, le premier basculement
un marqueur pour une génération, mais aussi un basculement politique. Il y a, je pense qu'un avant et après Manif pour tous, que ça soit, par exemple, le Salon Belge, tous ces médias, tous les médias derrière, TV Liberté, tout ça, là. Alors, le Salon Belge existait avant, mais a été lancé enfin, a été massifié par Manif pour tous, mais tous les autres médias ensuite sont nés, en fait, tous les mouvements après, de pensée, de militantisme et tout ça, sont nés dans le courant, en fait, de gens qui ont participé à un livre pour tous, quoi, et qui ont réfléchi, enfin, que ça a fait réfléchir. Moi, j'en suis un d'eux. Il y a eu plein de choses différentes. Tout le monde n'a pas été dans la même direction, mais clairement, ça a changé la donne politique. Et c'était encore le moment, voilà, avant Trump, avant tout ça, où effectivement on pouvait encore utiliser les réseaux sociaux, où on n'était pas menacé encore dans la chair, enfin il y avait encore un esprit bon enfant. Et ce que j'ai oublié de citer une autre chose, c'est que c'était le début, en fait, tout début de la censure sur les réseaux sociaux aussi. On l'a vécu en direct. C'est-à-dire que j'avais l'information, par exemple un jour, d'ailleurs je me suis fiché 2 fois par les RG, je suis assez fier de ça aussi. Une fois, c'était pendant une veillée le soir, parce qu'on faisait des veillées aussi délocalisées, par exemple à Cergy, à Pontoise, avec une trentaine de personnes. Et il y avait toujours quelqu'un des RG qui venait, qui prenait le nom de l'organisateur. Et comme c'est moi qui l'organisais, il avait pris mon nom. Et ce qui était très drôle, c'est que quand j'avais pas de carte de visite, je lui avais donné mes coordonnées, mais au dos, c'était un texte de Maurras. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte, le RG, bon. Bref, et une autre fois, c'était un ministre qui venait, je ne sais plus si c'était à l'ESSEC ou à la préfecture, mais on le savait. Ça devait être à l'ESSEC parce que c'était l'ancien de l'ESSEC, donc je l'avais appris par l'ESSEC. Donc c'est moi qui ai été le lanceur de l'information. Et je l'avais lancé sur Twitter. Et dès que je le lançais, 30 minutes après, je me faisais supprimer le compte. Donc on recréait un compte, je recréais un compte et je relançais l'information et le compte revivait 20-30 minutes et le compte se faisait supprimer. Donc il y avait des gens derrière, des policiers, certainement, qui chassaient les comptes, quoi, et qui les supprimaient. Et ça, sur l'espace de dizaines de minutes, hein, c'était pas une procédure où, je sais pas, il devait faire une demande pour tout. Non, là, je sais pas comment ils faisaient en pratique. C'est-à-dire que Twitter était a obéissé directement aux ordres qu'il leur donnait, j'en sais rien comment ça se passait. Mais enfin, en tout cas, les comptes Twitter étaient supprimés pour effacer l'information. Il y a le ministre qui arrive dans 1 heure à tel endroit, quoi, pour éviter qu'il y ait 20 personnes qui débarquent et qui le huent. Et tout ce qui risquait, c'est de se faire huer. Hein. C'était pas grand-chose. Mais ça, ils ont dû... Voilà, ça... Bref. Enfin... C'était quelque chose. Et on verra comment l'histoire se fera sur ça, mais ça a été... En tout cas, tout ce qu'on voit depuis 10 ans, on l'a vu en fait pendant la Manif pour tous, de façon pas forcément si développée ou dans des secteurs moins larges, mais que ça soit les réactions des policiers, que ça soit la manipulation médiatique, que ça soit l'utilisation par rapport aux réseaux sociaux, que ça soit les tours de jambes avec ces pseudos amadoués en disant « Ah oui, on vous écoute parce qu'on a pris la pétition, mais puis après on la jette à la poubelle. » Enfin, parce qu'il y avait eu d'autres procédures, il n'y avait pas eu que cette pétition, il y avait eu tout qui avait été tenté et tout avait été fermé, enfin, de façon scandaleuse et de façon manipulée. Enfin, c'était vraiment un déni du fonctionnement de toutes les institutions telles qu'elles étaient censées fonctionner. Donc, c'est là où on s'est rendu compte aussi que il y avait vraiment un problème institutionnel en tant que tel, quoi. Hein. Alors, y a Ce qui était frappant aussi, c'est de voir les... allez-y. Oui, Michel, allez-y, oui. Non, ce qui est frappant, c'est de voir les politiques qui ont tourné leur veste. Il y en a beaucoup qui étaient à la Manif pour tous. Et quand on voit Pécresse, par exemple, ou bien d'autres, ils ont complètement retourné leur veste depuis. Hein, c'est incroyable. Oui, mais c'est là, oui, ça aussi, c'est vraiment très, très frappant. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient encore une naïveté, en fait, en gros, tout cela, en tout cas, qu'ils aient un tablier ou pas, on voit de quel côté ils sont. Et en fait, ils faisaient ça purement de façon politicienne. Et je pense que comme les autres, ils ont été surpris par l'ampleur que ça a pris. Et dès qu'ils ont pu, après, ils ont dû
ils ont voulu mettre ça sous le boisseau, hein, faire en sorte, on ne peut pas revenir dessus, etc. Et dont Marine Le Pen. Hein. Donc c'est vraiment un marqueur, Oui. c'était un marqueur, hein, cette histoire-là, de ceux qui étaient du mauvais côté ou du bon côté, quoi. Au-delà des partis politiques. Oui, effectivement, dans ce sens-là aussi, quoi. Mais Marine, elle n'a jamais participé. Hein. En plus, oui. Oui, mais elle Marion a a été participé, forcée de mais, dire je suis pas contre, mais- quoi. Je suis contre, quoi. J'aurais bien aimé quand même, avec le recul, y participer, mais bon. Il n'y en avait pas sur Nice, je crois, de manif pour tous. Sauf s'il y avait un truc une fois, mais voilà. Et il n'y avait pas beaucoup. C'était que sur Paris, je crois. Enfin bref. Ouais. Bah, beaucoup sur Paris, c'est très actif. Je dois avouer que j'aurais jamais cru faire ça dans ma vie, quoi. Coller des affiches, faire des veillées, aller poursuivre des ministres, ouais. Faire des banderoles sur les autoroutes. Et oui, on s'était quand même c'était bien amusé aussi. Je pense qu'on se sentait. Ouais, j'ai des amis qui ont été mis en garde à vue quand même. C'est fou. On se disait presque. Parce que finalement, à l'époque, ils n'étaient pas encore violents, donc ça se terminait par une garde à vue, c'était tout, quoi. Hein. Et les gens qui y étaient, ils nous ont raconté, c'est impressionnant, mais il n'y a rien eu. Enfin, c'était pas, ils ne se faisaient pas passer à tabac. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas les méthodes policières on t'empêche de dormir ou je ne sais quoi. On les laissait 12 heures ou 20 heures là-dedans. On va dire ça allait calmer ces petits jeunes parce qu'ils ont quand même, quand ils vont rentrer chez eux en disant j'étais en garde à vue, en fait, non, ça ne les a pas du tout calmés. Mais donc, en fait, ils ont été vraiment, je ne sais pas si c'est à Providence ou quoi, mais le gouvernement a été trop violent pour pas que ça nous radicalise et en même temps pas assez pour nous arrêter, quoi, parce que en fait, ça nous, on n'a pas eu peur, heureusement, parce que ils étaient bon, ça restait au gaz lacrymogène, et puis si on, et c'est tout, quoi. Après, pour ceux qui, c'était, voilà, comme nous, on n'était pas des, comme là, les Black Blocs et machin, de l'autre côté, quand même, ils n'hésitaient pas trop, ils n'étaient pas spécialement violents, quoi. Enfin, par rapport aux gens de la Rive pour tous, c'était assez violent, en particulier ceux qui s'introduisaient, mais ça s'est arrêté au lacrymogène, au contrôle d'identité, ce qui est quand même pas très agréable. Aussi une autre manifestation, on était allé directement sur les Champs-Élysées, mais tout caché, et là il y avait partout des CRS qui se promenaient et qui contrôlaient les gens au hasard, parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens de la Manif pour tous qui étaient là pour aller, pour pouvoir manifester sur les Champs-Élysées. Et bien, on se faisait contrôler alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et de nous dire de ne pas être là avec nos drapeaux. Donc, on se faisait prendre l'identité. Ils nous disaient, bah, vous partez là, on partait là. Et puis, en fait, on faisait un tour de pâté maison et on revenait. Enfin, c'était une sorte de jeu de chat à la souris. Enfin, c'est incroyable que des policiers aient été embauchés à faire ça. C'était vraiment une volonté de nous effacer de l'espace public, en fait. En gros, comme on avait été effacés des médias, beaucoup de manifestants de la Manif pour tous ont décidé, bon, ben, d'accord, on peut pas, on nous a muselés dans les médias, donc les gens vont savoir que ça existe sur le terrain. Et en fait, tout le monde l'a su, parce que vraiment, il y en a eu partout. Mais ça, ils ne supportaient pas. Donc, il y avait partout toujours des policiers qui contrôlaient les gens pour pas qu'on sorte nos drapeaux avec les t-shirts, tout ça, qui était d'ailleurs hyper ridicule. Moi, j'ai quand même collé des affiches où il y avait, je sais plus, que moi je trouvais scandaleuse, mais bon, enfin, c'était le truc, donc il y avait que ça, avec la Marianne muselée. Ah, punaise, la Marianne, pourquoi ils ont pris la Marianne enfin, mais bon. En tant que j'étais déjà légitimiste à l'époque, c'est la grande honte que je confesse d'avoir collé des affiches avec une Marianne dessus. Au péché miséricorde. Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas la vête. Non, il a dû repartir parce qu'il a un catéchisme. Merci beaucoup, Paul. Merci. Il
il y a beaucoup de gens qui sont venus de province par car. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont les 3 fois à Paris depuis Lyon, comme ça. Et d'ailleurs, des gens non pratiquants. Donc, je pense qu'il y avait une volonté aussi de rassembler au-delà des catholiques. Oui, oui, oui. Et ça avait été juste, en fait. Parce que grâce à ça, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui a pu se convertir, en fin de compte, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'était un moyen d'apostolat important, mais c'est sûr. Bon. Si ça vous va, je vous propose de conclure par la petite prière habituelle. C'est ça. Et puis, la prochaine séance, ce sera fin octobre. Je vous le redirai. Alors, c'est en vous, là, il faut que je change ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci à vous. Hop, attendez, je fais ça. Pour